allons parler d'un superbe sujet, un sujet que j'affectionne, les libérations émotionnelles pour devenir artisan de la paix. Eh, eh. Alors, donc, un sujet, comme je disais, que j'affectionne et nous allons voir, il y a plusieurs parties. Alors, dans un premier temps, nous verrons, je vais me présenter. Je vais présenter la partie de la plaie vers la paix. Je vais vous proposer un processus. Je vais vous proposer, comment ça s'appelle, et nous aurons un temps d'échange. Ok. Alors, notamment pour la partie des temps d'échange, je vous propose de regarder le numéro de la diapo en bas. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez la noter et ce sera plus facile pour moi de revenir sur un schéma. Alors, qui je suis? Alors, je suis psychologue et je suis aussi praticienne en thérapie brève et coach. Pas mal de petites casquettes. Alors, psychologue du travail, donc ça va vraiment la personne qui va s'intéresser aux sources du bien-être au travail, et parce que ce qui bénéficie à l'homme bénéficie aussi à l'organisation. Donc, des salariés qui vont se sentir bien, ça va faire qu'on sera dans une organisation où on va se sentir bien. Je suis également coach, donc ce qui veut dire qu'en tant que coach, je vais accompagner les personnes vers leur objectif. L'accompagnement d'un coach, ça ne va jamais être de décider à la place de la personne. C'est vraiment accompagner la personne pour qu'elle puisse se rendre compte de son potentiel, de ses talents, de ce qu'elle aime faire, etc. Et de vraiment l'amener pour qu'elle puisse suivre son parcours ou qu'elle puisse atteindre là où est-ce qu'elle souhaiterait être. Voilà, donc je suis vraiment une facilitatrice. Et comme vous pouvez le voir sur l'illustration ici, le premier outil du coach, c'est lui-même. Donc, ce qui veut dire d'abord qu'en tant que coach, je vais d'abord faire et je continue de faire tout un travail personnel pour que vraiment je puisse être un filtre pour une personne la plus objective possible, entre guillemets, c'est-à-dire pas en réponse avec mes propres blessures. Je suis praticienne en thérapie brève. Alors, Kesako. J'utilise un outil en fait qui est le GTS Concept. C'est vraiment une thérapie humanisme dans la libération des troubles post-traumatiques. Lorsque j'étais arrivée, ça fait 4 ans, je suis originaire de la Martinique, donc je suis née en métropole. Et ça fait 4 ans que je suis en Martinique. Et quand j'ai commencé un petit peu à observer, je me suis posé un certain nombre de questions. Et lorsque j'ai commencé à travailler, après 1 an et demi, j'ai voulu d'abord me mettre à jour avec les us et coutumes, avec le mode de pensée, avec un certain nombre de choses. Je me suis posé des questions et je voyais qu'il y avait des manières de faire. Je me suis dit, mince, j'ai des personnes qui viennent me voir, ils veulent aller mieux. Ils sont vraiment dans une volonté consciente. Ils disent, je veux aller mieux, je veux aller mieux. Et ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des blocages. Et je me suis outillée en libération émotionnelle. Donc, c'est vraiment une approche humanisme, vraiment basée sur le fait que la personne a une tendance innée à vouloir se réaliser. Donc, vraiment accompagner la personne à mobiliser ses forces de croissance psychologique et développer son potentiel. Et tout cela, c'est avec une approche holistique. Holistique, c'est un grand mot, mais ça veut juste dire prendre la personne dans son entièreté, dans sa globalité. Je pars des valeurs de la personne jusqu'à son environnement. Mon point de départ, c'est les valeurs de la personne, ce qui est important pour elle. Ça peut être ses croyances, des croyances religieuses, spirituelles. Ça peut être ses valeurs en termes de vie, de comment est-ce qu'elle gère ses possessions, comment elle gère son temps, comment elle gère son temps, son espace, ses relations. Donc pour moi, c'est vraiment très important parce qu'on ne va pas parler de la même manière, on va dire, avec une personne, on va dire, qui est bouddhiste, qu'avec une personne qui est chrétienne catholique ou chrétienne témoin de Jéhovah, ou etc., ou une personne agnostique. Donc j'adapte mon langage à la personne, ça va éviter des fois pour un mot de bloquer, ce serait dommage de bloquer, de braquer la personne. Donc je prends vraiment ce soin-là. Et quand je dis c'est des valeurs propres jusqu'à l'environnement, qu'est-ce que j'entends par environnement? Environnement, ça va vraiment être tout ce qui est de l'ordre des relations humaines et également de l'environnement physique, l'espace où évolue la personne. Alors,
Mon intention, comme je vous ai dit, je suis arrivée en 2017, en février 2017, donc négropolitaine, née en région parisienne, plus de 30 ans en région parisienne, puis après 5 ans, plus de 5 ans en Bretagne. Et en 2017, je suis arrivée en me disant, chouette, voilà, je viens dans mon pays pour connaître mes racines, ma culture, etc. Et on m'a posé une question. Et tout ce travail, tout ce que je mène maintenant est à l'origine d'un dialogue. On m'a demandé, Céline, pourquoi vas-tu en Martinique? Et ma réponse, ça a été pour me rassembler. Alors, me demandez pas d'où est-ce que j'ai sorti ça, parce que sur le moment, je me suis dit, what? D'où est-ce que tu sors ça? Je n'ai pas compris. Et en fait, je vais comprendre un peu plus tard. 3 ans plus tard, j'ai eu l'éclaircissement. Me rassembler, c'était de penser à penser. Penser par rapport aux plaies, par rapport à mes blessures. Ce qui m'a donné en fait envie de ça, c'est l'observation que j'ai faite pendant 1 an et demi, où je ne comprenais pas un certain nombre de choses. Et là, je recite Platon, les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Donc vraiment aller dans cette profondeur, dans la résonance des choses. Et ce qui m'a amené dans une autre citation que j'affectionne beaucoup, c'est nous n'avons pas toujours ce dont nous avons consciemment envie, mais nous récoltons toujours ce que nous avons sciemment ou inconsciemment provoqué. Et c'est là le paradoxe, c'est là que quand que j'accompagne des personnes, c'est la difficulté. Mais je ne comprends pas, je veux vraiment vivre ça, et pourtant je récolte l'inverse. Comment ça se passe? Et c'est pour ça que dans cette citation, j'ai ajouté des mots en gras, sciemment ou inconsciemment provoqués. Mon intention, elle est vraiment globale. C'est de vraiment s'élever en conscience. On peut pas aller vers du changement si on ne va pas vers de la prise de conscience. Et tout mon travail, il est basé là-dessus, de donner du sens au geste. Être soi-même, vous voyez mon credo, dans le soi-même, dans la simplicité du cœur. Donc là, je viens de me présenter rapidement. Et là, on va passer à la présentation de la pièce. Je suis arrivée, je vous ai dit, en février 2017. En tant que psychologue du travail, et je suis aussi également ergonome, j'améliore les conditions de travail en entreprise. Il est hors de question, il est impensable de fonctionner, de commencer à travailler avec un mode de pensée qui est basé sur une culture qui n'est pas celle du contexte actuel. Donc, j'ai passé 1 an et demi d'échanges, d'observations, d'entretiens pour vraiment me mettre à la page. Parce que j'avais envie d'avoir une mise à jour de mes modes de référence, de sortir de cette vision de loin. Ce que j'entends par vision de loin, c'est de la télé. Télévision, ça veut dire la vision de loin. Et quand on est en métropole, on n'a pas la même vision. Ce qui nous est rapporté, ce n'est pas ce qui est vécu dans le quotidien pour les Martiniquais. Et en étant même sur place, quand je vois ce que je vis dans le quotidien, ou même quand il y a des situations qui se passent et après on voit ce qui est rapporté dans les médias, on voit qu'il y a déjà un fossé. Donc, j'avais déjà un besoin de me mettre à jour. Et surtout, pour comprendre certains comportements que je ne comprenais pas, de donner du sens aux gestes. Parce qu'il y a toujours un sens derrière chaque action qui est posée. Peut-être pas un sens qui est le mien, mais qui en tout cas un sens pour la personne. Alors, aujourd'hui, c'est le 22 mai. C'est quand même un jour particulier. Donc, on va faire juste quelques minutes sur l'histoire. Je trouve que cela est important. Donc, on va remonter vraiment à l'origine, entre guillemets, ça veut dire où la Martinique s'appelait avant Madinina, donc en amérindien, qui signifie l'île aux fleurs. Donc, au début, c'était vraiment une population d'Amérindiens. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Christophe Colomb en 1502, qui a nommé en disant Madinina va devenir Martinique. Et on commence à voir l'arrivée des Européens. Et ensuite, le 1er septembre 1635, on commence à voir les premiers débarquements des colons. Donc là, on commence à avoir, ça y est, les autochtones qui veulent défendre la terre et on commence à assister à des crimes, des exterminations. Et ça a commencé déjà depuis 1635. Là, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Donc, il y a eu des exterminations des Amérindiens, il y a eu le débarquement des colons français, il y a eu la traite des esclaves noirs provenant des côtes africaines, des meurtres, des mutilations, des viols, des vols. Il y a eu le Code noir avec la chosification des esclaves et notamment avec l'aspect disciplinaire.
Donc là, on le sait, si on portait la main sur un blanc, ben, l'esclave était tué. Et s'il voulait s'échapper une fois, je crois qu'on lui tranchait une oreille, une deuxième fois, on lui coupait le jarret, et la troisième fois, c'était la mort. Et toute personne qui s'était échappée une première fois avait un lys, ce qui était vraiment placé sur la peau. On le brûlait pour lui dire que c'était déjà quelqu'un qui s'était déjà enfui. Pourquoi est-ce que je passe par là? Parce qu'en 2017, je vais vous dire un aveu, hein, je me suis dit, je vais aller en Martinique, ouais, et je vais être là pour aider mon pays, à faire fonctionner mon pays. On va avancer. Quel manque d'humilité, quel orgueil. Il fallait d'abord commencer à me mettre à la page au jour du jour. Et moi, je pensais que naïvement, et par manque de connaissances, parce que j'étais aussi loin, la télévision, loin de la réalité, je pensais qu'on pouvait avancer comme ça. Allez, c'est le passé, etc. Mais ce n'est pas possible d'avancer si on n'a pas pleinement conscience de ce qui s'est passé et de l'impact surtout sur nos psychés. Pour cela, je vais vraiment vous donner un petit peu l'image que ma grand-mère m'a dite. Elle m'a dit, dans la vie, c'est comme quand on conduit une voiture. Ça veut dire qu'on regarde devant, mais on fait les contrôles avec le rétro derrière. Donc là, ce qu'on fait, c'est le petit contrôle derrière pour qu'on puisse mieux aller devant. Parce que mon moniteur d'auto-école m'a dit que là où on porte son regard, c'est là où la voiture va. Donc, vous gardez ça en mémoire, s'il vous plaît. Continuons. Donc, des plaies, plein de plaies. Donc, imaginons quand même que depuis plus de 300 ans, le Martiniquais, je parle du Martiniquais bien sûr, même s'il y a eu de l'esclavage dans d'autres îles, hein, mais là je suis sur la Martinique actuellement, le Martiniquais a été descendant aujourd'hui de meurtres, de mutilations, de viols. Il y a eu aussi des rencontres amoureuses, pas uniquement que cela, mais essentiellement ça a été beaucoup de choses qui ont été terribles. Je suis revenue sur le mot coloniser. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire coloniser? C'est un mot que souvent on utilise, mais sans prendre l'impact de ce que veut dire ce mot coloniser. Dans l'histoire, à l'époque où j'ai appris ça à l'école, on me parlait du mot colonisation comme si on pouvait me parler d'un livre. Vous savez, d'un stylo, ça veut dire que oui, il y a eu des colonies. Mais jamais on a dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire colonie. Mais quand j'ai regardé dans le dictionnaire, coloniser, c'est rendre dépendant d'une métropole un territoire en le peuplant de colonies, de colons. Et quand on regarde les motivations de la colonisation, c'est une exploitation réelle ou supposée des matières premières, de la main-d'œuvre, des positions stratégiques et tout ce qui est d'aspect vital. En fait, c'est créer une infrastructure, des infrastructures pour qu'elles restent en place après la fin de la colonisation. C'est une exploitation d'un espace géographique avec une mise sous tutelle et, suivant le cas, la domination économique, politique, culturelle et religieuse. Ça veut dire que le colon va passer par tous ces moyens-là pour anéantir, pour toute la culture qui est existante, pour lui dire qu'elle n'est plus, et celle qui prévaut, c'est celle du colon. C'est tout ce qui était l'identité avant n'est plus importante. Maintenant, ça va être notre système économique, notre système politique, notre système culturel, notre système religieux, notre éducation. La colonisation, quand j'ai cherché un petit peu les bienfaits de la colonisation, si on peut dire ainsi, c'est d'avoir indirectement des intérêts de l'État ou privé, tout ce qui est marchand, et surtout, j'ai mis en gras, c'est peu porté sur les valeurs. Donc, le but, ce n'était pas de transmettre des valeurs humaines, hein, d'accord, hein, soyons bien clairs, c'était vraiment dans un but de marchandise, de marchand, d'avoir de la domination politique, culturelle, etc., etc. Suite à tout cela, donc à toute cette plaie que j'ai énoncée, il y a eu des émeutes, il y a eu des révoltes, il y a eu de nombreux morts, il y a eu nos ancêtres qui se sont battus, qui n'ont pas lâché l'affaire. Je les remercie parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2021. Et quand je me promène dans les rues, eh ben, je vois que nous sommes présents. C'est-à-dire qu'on aurait pu, je ne sais pas, nos ancêtres auraient pu tous se suicider et que là, l'île, elle est peuplée de blancs ou d'autres personnes, des colons, mais non, il reste encore des noirs, des personnes métissées. Donc, c'est-à-dire, je voulais rendre gloire et remercier nos ancêtres par rapport à ça. Et le 22 mai 1848, il y a eu l'abolition de l'esclavage en Martinique. Donc, vers la paix du corps,
Maintenant, je veux vous accompagner vers la paix de l'esprit. À cette époque, beaucoup de gens ont décidé de ce qui s'est passé et qui s'est passé autour de nous. Et jusqu'à maintenant, il y a encore ça. Nous n'avons pas 100% la maîtrise de l'autre. Cependant, si quelqu'un décide de ce qui se passe en nous-mêmes ou de ce qui passe en moi-même, c'est l'esclavage ultime. Je répète, je n'ai pas forcément 100% de maîtrise sur l'extérieur. Je ne peux pas obliger quelqu'un à agir de la manière que je voudrais qu'il agisse, que j'aimerais, ou qui corresponde à mes valeurs, à mon éthique, à tout ce qui est important pour moi. Je n'ai pas cette mainmise là-dessus, 100% là-dessus. Je peux l'avoir sur un court temps. Cependant, la seule maîtrise que j'ai, c'est pour moi-même. Et si je laisse quelqu'un décider de ce qui se passe en moi-même, c'est l'esclavage ultime. Se libérer donc, ce que je vous propose, c'est de ces chaînes mentales. Ce qui s'en passe, ce qui se passe en moi, doit être de ma création. Je vous propose de passer du lutter contre au aller vers. Pour cela, je vais vous raconter un petit peu. Il y a Mère Teresa qui, une dame qui a beaucoup milité pour la paix, d'obédience catholique, quand on l'appelait, elle disait, si vous m'appelez pour militer contre la guerre, ne m'appelez pas, parce que je ne serai pas des vôtres. Et si elle disait, par contre, si vous voulez militer pour la paix, je serai parmi vous. Effectivement, on a l'impression que c'est la même chose de militer contre la guerre et de militer pour la paix. Ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, je vais appeler des images de guerre. Je vais appeler des images qui vont me mettre dans un état psychologique, avec certaines sensations, certaines émotions qui vont avoir une incidence sur mon organisme. Il va falloir que j'appelle ces 10 images qui vont être tout sauf agréables pour pouvoir après lutter contre ces images. Lorsque je vais aller dans une manifestation ou dans un regroupement, je vais être remplie de ces images de souffrance, de haine, de colère, d'émotions refoulées, de tout ce... Je ne dis pas que c'est pas légitime, c'est pas ce que je dis, je parle juste de l'approche. Tu veux dire quelque chose? Et donc, je parle de la forme, je ne parle pas du sujet. Donc, bien sûr, il y a des sujets qui méritent des fois d'aller jusqu'à la guerre. Voilà, c'est la nécessité d'aller jusqu'à de se battre pour. Je parle de l'approche. Voilà. De militer contre la guerre, ça va vous amener d'abord des images. Vous êtes dans un état d'abord qu'il va falloir combattre, appeler un état où vous n'êtes pas forcément bien, pas agréable, avec des sensations, des émotions dans le corps pour aller les combattre. Alors que si on va directement vers l'état qu'on souhaite être, qu'on souhaite vivre, qu'on souhaite ressentir, ça va appeler d'autres images. Donc si je veux aller vers la paix, je vais appeler des images de paix. Et là, je vais être à l'intérieur, je vais ressentir des sensations qui sont autres. Donc, c'est vraiment de ça, de passer du lutter contre au aller vers. Là, vous allez déjà récupérer beaucoup d'énergie. Parce que votre sujet de la vie, c'est vous, c'est nous. Ça veut dire que le but de la vie, c'est vivre et exprimer qui nous sommes, pleinement qui nous sommes. C'est la façon dont on veut être. Comment sont les autres? C'est leur choix. On n'a pas de mainmise, on n'a pas d'emprise dessus. Et je peux vous le dire que je suis passée par une période où moi, c'est mon travail d'accompagner les gens pour les aider à évoluer. J'ai dû faire le deuil d'avoir un impact en disant, mais non, il faut absolument que vous allez mieux à partir de maintenant, mais faites ce que je vous dis. Non, j'accompagne, je propose et la personne dispose. Elle va faire en fonction d'elle-même. Donc, comment je suis, c'est mon choix. Et là, quand on rentre là-dedans, on reprend sa liberté d'être. On garde pour soi ses privilèges d'être heureux et malheureux. On reprend pleinement possession de son être et de la capacité de répondre à des situations. Ce qui m'a amené à voir, c'est toute notre force et notre richesse de notre culture. Nous avons la force de nos lignées. J'aimerais qu'en ce jour, qu'on se rappelle de la force de nos ancêtres et qu'on puisse se reconnecter à cela pour créer qui nous souhaitions être. Nous sommes multiculturels. Nous sommes descendants africains, Afrique de l'Ouest, Europe, Indo, asiatique et arabique. Toute cette culture est en nous et défile en une personne. C'est quand même très puissant, je trouve. Donc, c'est vraiment une source de force. À nous de nous créer et de transmettre en conscience
de passer de diviser pour mieux régner à ce qui nous différencie et aussi ce qui nous unit. Pourquoi est-ce que je vous présente cela? Parce que quand je suis arrivée, il y avait des comportements que je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Je veux faire des choses et je vois que des fois, on va chercher à me descendre, à pas me soutenir, à ceci, à cela. J'entendais ça, c'est jalousie, ça, c'est méchanceté, ça, c'est ceci, ça, cela. Je me dis, d'accord, derrière, il y a une histoire qui parle. Mais maintenant, à nous de décider qu'est-ce qu'on souhaite transmettre, quelle personne nous soyons être, qu'est-ce qu'on va choisir de notre histoire et qu'est-ce qu'on va créer. Et je vous ai mis juste ici, ça vient du latin créare, qui signifie créer, se créer. Je trouve qu'on a une langue magnifique et qui porte très bien son nom. Donc là, nous sommes passés de la phase de la plaie vers la paix. Et là, je vais vous proposer un petit processus. Parce que c'est bien gentil, vous allez me dire, bon, ben Céline, c'est bien mignon tout ça, mais comment on fait? Voilà, c'est un processus parmi tant d'autres que je vous propose. Il y a la paix extérieure. Donc, on va commencer par la phase numéro 1. Mais quand on dit je veux être un artisan de la paix, eh ben, on va d'abord regarder qu'est-ce que la paix veut dire. La paix, quand je regarde dans la définition du dictionnaire, c'est l'absence de conflit, l'absence de guerre. Là, on est sur une paix extérieure. Bon, très bien. Comment est-ce que je fais quand à l'extérieur, c'est pas la paix? Comment est-ce que je peux devenir artisan de la paix? Quand on regarde, par exemple, Nelson Mandela, Aimé Césaire, Gandhi, tous ces êtres qui ont été dans des actions pacifistes et qui ont voulu pacifier et qui on a mis en prison pendant X années, ils étaient dans des conflits. Comment est-ce qu'ils ont pu demeurer et continuer? Eh bien, c'est parce qu'ils sont passés par justement cette vision de paix extérieure à la vision de paix intérieure. On ne peut donner que ce qu'on a. D'accord? Si je veux être artisan de la paix, ça nécessite, si tu veux être artisan de la paix, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conflit à l'extérieur, ça nécessite que j'ai d'abord regardé si j'ai des conflits à l'intérieur. Ça va me nécessiter de porter mon attention. Par exemple, moi j'ai été élevée, j'ai une culture créole à martiniquaise, même si j'étais là-bas, où avec l'importance d'avoir toujours du bruit autour de soi. Et quand je suis arrivée ici en Martinique, il y a beaucoup, souvent, des fois les télés tout le temps allumées, la radio tout le temps allumée, les sons qui sont très forts dans les concerts. Au début, c'était un peu difficile pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi toujours cette présence du bruit, toujours de ne pas pouvoir déjà profiter du silence et d'être dans l'immobilité, ou même sur la plage, ou même dans des endroits de ramener avec du son, de mettre dans la voiture, etc. Et là, j'ai commencé à comprendre. Il est difficile des fois de vouloir faire silence parce que dès qu'on fait silence, on commence à avoir de l'attention sur les bruits intérieurs. Et comme dans l'histoire, nous n'avons pas appris à entendre le bruit intérieur. Et oui, on va revenir à l'époque. Quand c'était l'époque de l'esclavage, à la fin de la journée, on n'allait pas se poser comme ça et discuter avec son compagne ou sa compagne et lui dire alors comment s'est passée ta journée. Il n'allait pas le dire ah chérie doudou, c'était raide, j'ai eu trop de coups de fouet aujourd'hui. Et toi? Oh non, moi je me suis fait violer par 5 personnes. Ouais, c'est dur. Bon, ben bonne nuit. Non, il n'y avait pas de place pour ça. C'était le reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la survie. Donc, ce qu'on ne peut pas agir, on le tait, on le garde, on ne l'exprime pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une augmentation des fois de la violence parce que ce qui est refoulé, au bout d'un moment, fait l'effet de cocotte minute. Donc, une des choses pour arriver à cette paix, c'est de porter son attention et d'avoir des moments de silence et d'immobilité et d'écouter les sensations de ce qui se passe, les sensations et les images intérieures. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et souvent, quand on porte son attention, on peut aller à la cause des bruits. On se dit, tiens, je me sens comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Et des fois, c'est un événement, un mot qui a pu faire ressurgir une telle ou telle émotion. Lorsqu'on arrive, on ressent cette émotion-là, comme je vous ai dit, on n'a pas forcément appris, ou même nos anciens qui ont appris, se sont reconstruits après cette période difficile, hein, difficile le mot est faible, après cette période d'esclavage, ils se sont reconstruits, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Donc, ils ont transmis ce qu'ils savaient. Et là, ce que je vous propose, c'est quand vous commencez à faire silence, vous portez votre attention, vous sentez des sensations dans le corps ou des images qui viennent à votre esprit, des souvenirs, de regarder ce qui se passe et de ne pas chercher à le refouler. Et là, on peut passer à la libération émotionnelle. La libération émotionnelle, je vais vous en parler tout de suite après.
D'accord? Et là, après, on peut aller vers une fois que c'est libéré, une émotion qui n'est plus là, qui n'est plus étouffée, ne prend plus autant de place. C'est-à-dire que l'effet cocotte minute où on a l'impression que mais si je sors ça, je vais tuer la personne. Et il y a un peu l'image, en fait, c'est comme un P. C'est ce que je dis à chaque fois dans mes séances. Des fois, on a mal au ventre. On se dit, oh là 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 là, je suis là, c'est bondé de gens là. Si je lâche ce là, je vais tuer quelqu'un. C'est pas possible. Et puis en plus, on peut savoir que c'est moi, ça va faire du bruit. Oh, c'est pas possible. Je vais garder ça pour moi. Souvent, des fois, ça peut arriver. On fait un soufflet. Le soufflet, silencieux, mais c'est pestilentiel. Mais ça dure quelques secondes. Ou des fois, on va lâcher un prout et on se rend compte que, mais en fait, il sentait rien. Tout va dépendre de combien de temps, de ce qu'on a mangé, etc., etc. Mais souvent, on a l'impression que ce qu'on le retient, si je retiens ça, si je le retiens, c'est parce que si je le relâche, waouh, je ne sais pas comment je vais gérer la suite. Mais c'est parce que c'est retenu que ça prend de la place. Souvent, c'est plus, on a l'impression que c'est grand, c'est parce que c'est restreint dans un espace, c'est contenu dans un espace restreint. Et quand on le sort, on se dit, ah, mais finalement, ce n'était que ça. Et là, ça prend moins d'espace, parce que c'est moins comprimé. Et lorsqu'on commence à sortir les émotions, à sentir, à mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, on peut accéder à une évolution de conscience. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis arrivée en Martinique, je n'avais pas spécialement de chien, mais en Bretagne où j'étais en campagne, hein, donc il y avait 400 habitants, donc il y avait plus de vaches que d'habitants. Donc j'étais vraiment dans un petit trou, dans la nature. Et c'est plutôt un rapport assez campagnard avec les animaux. Donc vraiment pragmatique. C'est un peu comme on retrouve ici. C'est-à-dire que les animaux ont une utilité. Pour pouvoir manger, j'ai un chien pour pouvoir garder la maison. Et il y a eu, j'ai pu voir dans les médias il y a un petit peu de temps, il y avait 2 touristes qui sont repartis parce qu'ils ont été choqués de comment est-ce que était, comment dire ça, euh, comment étaient entretenus, on va dire, les chiens en Martinique. Et c'est vrai, je voyais souvent, j'ai pu voir des chiens qui étaient tout le temps attachés ou qu'on ne sortait pas, qui restaient dans un espace clos. Et puis, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et un jour, j'allais prendre une pizza, oui, je raconte un petit peu ma vie, hein, mais pas beaucoup. Hein. J'ai voulu prendre une pizza et il y avait la queue et je patientais et il y avait un écran de télévision et il y avait, donc j'étais moi, le noir, donc j'étais la antillaise, assise, et il y avait 2 blancs. Et puis il y avait une personne à la caisse, etc. Puis je regarde à la télé et c'est une émission, une série sur l'esclavage. Et là, on assiste à une scène, on voit en fait un nègre qui veut s'échapper et les blancs envoient, les maîtres envoient des chiens. Et là, on voit l'esclave ensuite qui court, qui se fait poursuivre par un chien. Puis après, il n'y a plus d'image, mais on entend l'esclave se faire déchiqueter par l'animal. Oh, et là, je suis juste saisie. Et là, je me regarde, je regarde les blancs à côté de moi, on se regarde, on baisse la tête. C'est tellement horrible, il n'y a rien à dire. Et là, quand je repense maintenant à la relation avec le chien, ben c'est ça, le chien paye. Il y a une dette, le chien paye. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur des chiens. Inconsciemment, ne se rendent pas compte, il y a cette peur de chien. Je connais quelqu'un qui m'a raconté une histoire qu'elle avait 7 chiens chez elle. Et une personne qui avait 7 chiens chez elle. Et la personne lui dit, une personne lui dit, mais, ah, mais vous aimez les chiens? Ah non, 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 j'en ai peur. Mais il me protège. Donc, il y a vraiment inconsciemment, il y a des choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été défaites. Plus on met de la conscience sur les choses, plus on peut reprendre euh, la main sur notre vie et plus on peut transmettre et aller sur quelque chose de différent. Et plus on va sur de l'évolution de conscience et plus on récupère de l'énergie. Ah, vas-y Rudy, on m'entend Ouais, moins bien, c'est ça? voilà, tout à fait. Ok, très bien. J'ai dû bouger d'1 millimètre, c'est mieux? Ouais, et là, c'est mieux. Très bien, merci beaucoup. Et plus on remet de la conscience dans nos actes, plus on peut agir et récupérer de l'énergie, non pas pour lutter contre des choses qui ne nous vont pas, mais pour aller directement investir notre énergie dans ce qu'on veut, qu'on souhaite vivre, que ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, les chiens, c'est juste un exemple. Mais par exemple, ça peut être aussi d'autres exemples par rapport à la violence, par rapport à la relation à l'autre, où on se dit, mais non, c'est normal, c'est parce que c'est pour me faire entendre, mais
jusqu'où est-ce que ça appartient au poids de l'histoire? Ou est-ce que c'est vraiment de notre fait parce qu'on le fait en notre âme et conscience ou parce qu'on le fait par défaut, parce qu'on ne sait pas faire autrement? Donc voilà. Alors pour étayer un peu ce processus, donc là je vais vous présenter quelques outils parce que oui Céline, donc on a bien compris, hein, dans le processus, on sait ce que c'est que la paix, on le regarde à l'intérieur, donc on se pose un peu, on fait silence, on s'immobilise, on regarde ce qu'on ressent, d'accord, après on laisse venir les émotions, très bien, je fais comment quand j'ai 20 000 personnes autour de moi, je suis au boulot, que je dois avoir une certaine contenance, etc. etc. Et je vais vous présenter quelques clés. Alors, la première clé que j'utilise, c'est le cercle de l'être. J'aime beaucoup cette clé, c'est mon approche holistique, là, pour avoir une approche globale de l'être. Je vais vous raconter pour cela une petite histoire, rapidement. Je vous raconte l'histoire de moi. Je sors avec un homme qui s'appelle Jean Mouloud. Bien sûr, cette histoire est fictive. Hein. Je sors avec Jean Mouloud, c'est un être extraordinaire. Alors là, vraiment, mesdames, il correspond à tout ce que je voulais. Monsieur, il est grand, tablette de chocolat, 1,90 m, bonne situation. Je peux jouer au morpion sur son ventre parce que tellement, ses tablettes sont tellement bien dessinées. Vraiment, le gars, il est adorable. Je rentre du boulot, il me prépare le repas, il me masse les petons. Tous les dimanches, il me manie le chocolat communion et le beurre au lit. Enfin, vraiment, le gars extraordinaire. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est aimé de ma famille, ce qui n'était pas gagné. Et là, j'apprends que Jean Mouloud, il a eu... Alors oui, Jean Mouloud, je ne vous ai pas dit, hein, il m'a demandé en mariage. Donc, autant vous dire que c'est juste le plus beau jour de ma vie. Et on est maintenant à 1 mois de la date. Donc, je suis à fond dans les préparatifs et c'est juste extraordinaire. Et là, Jean Mouloud, en fait, vient me voir. Il est complètement pas bien. Il me dit, chérie Doudou, j'ai déconné. J'ai eu un rapport sexuel avec la voisine, ma meilleure amie Gertrude. Et là, je vous ai dit mon mode de pensée. Je vous montre avec la souris dans quel état j'étais avec Jean Mouloud, d'accord? C'est l'homme de ma vie, il est merveilleux, il correspond à toutes mes attentes. Et là, il m'annonce qu'il a eu un rapport sexuel avec la voisine qui s'appelle Gertrude, qui est ma meilleure amie. En termes d'émotion, je suis juste dévastée, c'est juste l'horreur. C'est juste, même dans mon corps, ça se passe. Je vomis, je suis juste pas bien. Je me dis, c'est pas possible, quelle trahison, etc. Dans mon environnement, ça a un impact. Moi, avant, qui parlait du mariage, qui était quelqu'un de sociable, qui rigolait, etc., je me suis... Ok, je bouge, j'ai rebougé, c'est Ouais, ça? c'est bon. Ok. Merci Brigitte. Donc, et là, ce moment-là, ça a une répercussion dans mon environnement. C'est-à-dire que moi, avant, qui aimais partager, qui aimait échanger, je me suis refermée dans mes relations sociales. Je ne parle plus de ça. D'une, parce que je n'avais pas envie d'entendre par certains ou par certaines, je te l'avais dit, hein, il ne pouvait pas être si parfait que ça, forcément, ou je ne voulais pas montrer ma vulnérabilité. Et puis, sans me rendre compte, au niveau de moi-même, je prends plus soin de moi. Je prends même plus de douche. Les mouches s'auto-suicident autour de moi. Enfin, bon, bref, c'est la dégringolade. Même situation, je vous raconte une autre histoire. Je sors avec Jean Mouloud. Là, je suis dans un autre mode de pensée. Jean Mouloud, c'est un gars extraordinaire. Il est gentil, il est adorable. Et vous savez quoi? Je ne suis pas amoureuse de Jean Mouloud. Et ça m'énerve parce que le gars, il est bien, il présente bien, il est adorable, il fait tout, mais je ne suis pas amoureuse de Jean Mouloud. Et quand je passe devant la station Vito, il y a un gars là que je vois depuis 7 heures du matin, et quand je reviens, des fois, il est toujours là, et ben je me rends compte que c'est lui que je suis attirée. Et pourtant, le gars ne fait rien. Il fait juste, eps, t'es bonne, hein? Ouais, j'aime te voir. Mais je ne sais pas, c'est lui que je suis attirée. Et là, Jean Mouloud, il vient me voir, il vient me dire, j'ai eu un rapport sexuel avec la voisine qui s'appelle Gertrude qui est ma meilleure amie. Là, en termes d'émotion, franchement, je ne vais pas mentir, ça m'a fait chier, pour être vulgaire, ça m'a fait chier, ça m'a fait quelque chose quand même. Ça m'a embêté parce que vraiment, bon. Mais j'ai senti finalement un soulagement parce que je ne savais pas comment sortir de cette relation. Parce que lui dire, écoute, c'est pas toi le problème, c'est moi, ben ça passe pas. On voit ça dans les films sur M6 ou TF1. La personne, elle comprend pas ce qui se passe. Quand on lui dit, t'as rien fait, c'est moi, elle comprend pas. Donc, je pouvais pas lui dire ça. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est ça, on va s'arrêter là. C'est-à-dire que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux, je ne suis pas heureuse, on va arrêter là. Et dans mon corps physique, je vais ressentir un soulagement. Moi qui avais une barre dans le dos, je commence à sortir un soulagement au niveau du dos. Et dans mon environnement, je commence à ressortir, j'ai refait la déco de chez moi. Je suis en train de vous expliquer un outil
c'est qu'en fonction de mon mode de pensée, la situation peut avoir un impact totalement différent jusqu'à dans mes relations. Vous avez vu, je ne vous ai pas dit dans le cas numéro 1, l'enfoiré, le bâtard de Jean Mouloud a couché avec la connasse de ma meilleure amie, ex-meilleure amie. Je vous ai dit, Jean Mouloud a eu un rapport sexuel avec la voisine qui s'appelle Gertrude qui est ma meilleure amie. Et à partir de ce fait, selon mon état d'esprit, selon ce que j'aspire, selon ce que je souhaite vivre, il va en découler tout ça. C'est une grande porte d'entrée. Parce que selon ce que vous vivez, regardez la situation et par rapport à votre mode de pensée. D'accord. On va évoluer un peu après. Après, vous pourrez me poser des questions peut-être un peu plus précises et je vous y répondrai. La deuxième clé, c'est lorsqu'on se retrouve par exemple face à une situation où émotionnellement on se dit waouh, c'est un tsunami intérieur. Donc, alias, en fait, qu'on a un gros prout à sortir et qu'on est entouré de plein de personnes, eh ben, on va commencer d'abord par reconnaître. Ça veut dire s'arrêter de refouler. Reconnaître, ça va être, OK, il se passe ça, je ressens ces termes, ressentir, reconnaître et ressentir. Il ressent des émotions, je peux les nommer. Je reconnais par exemple la situation, la dite situation. Par exemple, si par exemple je dis ouais mais là quand même je trouve ça pas, je sais pas, la personne elle est mauvaise, pourquoi est-ce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Pour qualifier la personne de mauvaise, il est nécessaire que j'ai fait l'expérience de la bonté et de la méchanceté moi dans mon expérience. Je réexplique. Pour pouvoir qualifier la personne en disant qu'elle est méchante, qu'elle est mauvaise, il faut que moi, j'ai fait l'expérience en moi-même de savoir qu'est-ce que je peux nommer de mauvais, qu'est-ce que je peux nommer de bon. Pour qualifier une température de chaude, si je dis à un enfant, touche pas, c'est chaud, il n'a jamais touché ce que c'est que chaud. Il ne sait pas ce que chaud veut dire. Quand vous lui dites touche pas, c'est chaud, lui, il entend blague, 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 blague. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est quand il va mettre sa main sous l'eau, il va avoir une expérience sensorielle, il va avoir un récepteur qui va lui donner l'information. Chaud veut dire ça dans le corps. Et une fois qu'il a ressenti ça, ça va garder en mémoire dans le cerveau. Du coup, quand le cerveau va savoir ce que c'est que chaud ou froid, il va se référer à son propre référentiel dans son corps. Donc, quand je suis dans une situation et je vais qualifier la personne de situation d'agréable ou désagréable, de droite ou gauche, droite, bas, etc., je vais regarder d'abord à l'intérieur de moi, OK, c'est-à-dire que s'il y a ça, c'est-à-dire que l'autre est également possible. Ressentir ses émotions. Une émotion n'est pas négative en soi. J'entends souvent, il y a les émotions positives et les émotions négatives. Une émotion, ça veut dire mouvement. Une émotion est neutre. Ce qui va rendre une émotion négative, ça va être le fait de le refouler, de le garder. Parce que dès qu'on va le garder, on va avoir tendance à vouloir ruminer, ressasser l'événement. Pour ressentir, focalisez-vous sur vos perceptions corporelles. OK, je ressens ça, il se passe ça en moi, ou sur l'émotion. Et on peut la respirer. Juste la respirer, ça veut dire que ce qui rentre doit sortir, tout simplement. Les émotions sont neutres. Et là, je vais vous dépeindre juste 5 émotions. 5 rapides, 5 émotions. Il y a, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est le film Vice Versa. J'aime beaucoup ce film, c'est un film que je vous conseille grandement. Très, très excellent film. 5 grandes émotions. Il y a l'émotion, la joie, c'est elle qui prédomine dans l'histoire. Il y a le dégoût, il y a la colère, il y a la peur et il y a tristesse. Je vous propose une lecture de ces émotions. Quand on regarde le dégoût, ce n'est pas le but de juste dire ah, je suis écœurée par un truc. C'est aussi un acte de préservation du corps, du système. Pour une femme qui est enceinte, il y a des moments, elle va être dégoûtée, des choses qui vont être, elle va dire ça, je ne veux pas, parce que ça va protéger le système pour protéger la vie à l'intérieur qui se développe à l'intérieur d'elle. Donc, notre émotion. La colère, ça veut juste dire je suis en colère et je veux dézinguer tout le monde. C'est là pour dire, là, il y a mes valeurs qui ne sont pas respectées. Je perds mes valeurs. Il y a une perte de sens. Je veux retourner dans le respect de mes valeurs. La colère que vous allez ressentir, c'est pour vous dire non. Il y a quelque chose qui ne me représente pas. Que puis-je faire? Quelle action puis-je poser pour retrouver du sens, pour retrouver ma quête de sens? Il y a aussi l'émotion de la peur. Tout ça, c'est des affaires de curseur. Ça va être aussi pour permettre à l'individu d'apprendre tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, de la prudence. Mais quand c'est dans un excès, on va tomber dans l'emprisonnement. Donc, tout est une affaire de curseur. Et la tristesse.
Ce n'est pas une émotion négative en soi. La tristesse permet de dire, OK, je suis prête pour un renouveau. Cette situation que je vis ne me correspond plus. Le cerveau, il dit, je suis prête à aller sur quelque chose de nouveau. Et la tristesse permet aussi de développer l'empathie. Quand je suis à l'écoute de ma tristesse, je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi. Et quand je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi, je peux être à l'écoute de ce qui se passe chez l'autre. Et quand je suis dans une relation avec l'autre, on va être vraiment dans un échange qui va être différent. Parce que la communication, c'est l'art de chercher à comprendre l'autre. Quand on est sur ces deux points-là, au lieu de passer son temps à crier sa vérité, on va chercher à dire, mais tu dis ça, quel mot tu dis? Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire derrière? Et là, on va rentrer dans une relation empathique. Une autre clé, c'est l'estime de soi. Mais oui, mais comment on fait? On fait silence, on ressent des choses. D'accord, je vais être artisan de la paix, mais pour artisan de la paix, il faut d'abord ressentir de la paix. Il faut d'abord commencer par s'aimer. Et pour s'aimer, c'est s'accepter dans ces différents états d'être, parce que c'est un mouvement, ce n'est pas un état permanent. Effectivement, parce que lorsqu'on se dit que je m'identifie une émotion, eh ben, on va la refouler. Mais prenez l'image de vraiment, c'est comme si on vomit. Quand on regarde les petits-enfants qui ont 2, 3 ans, on a l'impression quand ils vivent une émotion, ils sont traversés par quelque chose, qu'on a pris un doudou préféré, qu'on l'a trucidé, ils vont piquer une colère, ils vont piquer une tristesse, et puis après, c'est terminé. Et après, c'est passé, on a l'impression que c'était du chiquet parce que c'est terminé. Il est passé sur une autre fréquence, si j'ai envie de dire. Il est en train d'exprimer autre chose. Eh bien, c'est vraiment ça. Vraiment, vivez l'émotion comme si à un moment donné, vous la ressentez, vous la relâchez. Vous n'essayez pas de la contenir, comme si vous voulez vomir. Parce qu'une fois qu'on a vomi, personne ne patauge dans son vomi. Une fois c'est sorti, c'est sorti. Et on passe vraiment à autre chose. Un des faits que fait qu'on va rester dans un état de colère, c'est parce qu'on s'est identifié à la colère. Quand on va dire « je suis en colère », c'est comme si sur la tombe, là vous ne voyez pas ce que je n'ai pas revu, il y a écrit « je meurs avec cette colère ». Repose en paix, Céline qui a ressenti cette colère, je suis en colère. Mais lorsque je vais dire « je ressens de la colère », je ne m'identifie plus à quelque chose de refoulé. Et là, je m'autorise à qu'elle puisse passer. Une autre clé, rapidement, c'est les 3 H. L'honnêteté. Je me regarde avec honnêteté. Souvent, ce que je vais juger la personne d'être, où je vais dire, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, rappelez-vous, si je la juge d'être comme ça, c'est parce que je l'ai reconnue. Si j'ai reconnu cette action, c'est que j'en ai déjà fait l'expérience. Donc, ça veut dire que je porte déjà ça en moi. Soit je l'ai déjà fait, soit on m'en l'a raconté, soit je l'ai déjà vécu. Donc, j'ai déjà été ce que souvent je critique. L'humilité. Mais oui, donc, le gauche et la droite a besoin des deux pour pouvoir placer le centre. Pour dire le chaud et le froid. Le chaud a besoin du froid. Plus je veux vouloir voir la lumière d'une bougie, si je mets une bougie devant une lampe de 3000 watts, jamais je verrai l'éclat de la bougie. Il est nécessaire des fois de mettre un peu d'obscurité autour pour voir l'intensité de la bougie. Donc le monde est ainsi fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses mauvaises dans le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Bien sûr, il y a des choses qui sont nuisibles. Je parle de comment les choses sont faites pour nous permettre de vivre telle ou telle expérience de vie. Plus je vais vouloir vivre ma lumière, plus je vais vouloir vivre la paix, plus je vais aussi me confronter à des relations de non-paix pour pouvoir développer la paix à l'intérieur de moi, pour me rendre compte que finalement j'avais peut-être de la colère, des émotions refoulées, etc., pour pouvoir les libérer et être en paix à l'intérieur. Je mets de l'humour, surtout mettez de l'humour. Ce que je suis, ce que j'ai pensé à 6 ans n'est pas la même chose que ce que je suis, ce que je pense à 33 ans. Mon plat préféré ou ma robe préférée à 6 ans n'est pas la même que la robe préférée à 30 ans, ou pareil pour un pantalon. Donc c'est vraiment ayez de l'humour parce que tout ça n'est que mouvement. J'aime aussi utiliser ce défibrillateur mental. Est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureux ou être heureuse? Souvent, les choses qui persistent, c'est parce qu'on préfère avoir raison. 99% des gens passent 99% de leur temps à fuir des vérités qui sont douloureuses. La majeure partie des problématiques, c'est cela. On passe beaucoup de temps à fuir des vérités qui sont douloureuses parce qu'on s'identifie à ces vérités-là. Et quand on préfère avoir raison qu'être heureux, ben,
on persiste dans un acte de folie. Un acte de folie, comme Albert Einstein l'a défini, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pour être artisan de la paix, pour pouvoir vivre différemment les choses, ça amène déjà à prendre conscience et à amener à faire des choses différemment. Pour conclure, je vous propose de penser à l'importance de ce que vous souhaitez créer, de ce que vous souhaitez vivre, de ce que vous souhaitez accomplir, de ce que vous souhaitez exprimer. Donc, de passer du lutter contre à aller au aller vers. Je vous propose de déjà vous dire, OK, si je veux vivre ça, de ressentir déjà la joie de l'expression de qui vous êtes. Ça va vous mettre déjà dans un état d'être différent. Ça va vous aider d'être, ça va vous aider à être dans le aller vers. Et de voir la vie comme une opportunité. Chaque expérience de vie, bien sûr, à chaque moment, des fois, c'est un moment, on n'a qu'une expérience de vie, d'accueillir son émotion, sa tristesse, etc. Et puis, une fois, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer en sagesse de cet événement. Qu'est-ce que je peux créer de moi? Qu'est-ce que je peux dire de moi de cet événement? Qu'est-ce que je peux tirer en termes de croissance et de bien-être? Et après, dans le monde de la création et de se créer, c'est de comment est-ce que je peux me procurer du bonheur et comment est-ce que je peux en procurer aux autres. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, c'est le temps des questions. Ouais, parfait. Tu m'entends? Oui, très bien. Donc, à la diapo 23, tu as parlé de bruit intérieur. Et est-ce que tu peux définir pour moi le bruit intérieur? Qu'est-ce que tu entends par le bruit intérieur? C'est souvent ce qu'on ne veut pas entendre quand on va, par exemple, mettre la télé à fond ou quelque chose nous a saoulés. On se dit non, 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 je vais me changer les idées, je veux enlever la pensée dans la tête. Le bruit intérieur, c'est souvent ce qui va revenir dans la tête. Vous savez, les pensées incessantes, les choses qui sont en boucle, qu'on va ruminer. Les bruits intérieurs, ça va être les inconforts. Ah, je me sens pas bien et je veux tout faire pour ne pas sentir ça. Donc, je vais fuir vers l'extérieur. Je vais soit chercher à compenser, je vais manger, je vais faire autre chose. Je vais fuir à l'extérieur pour ne pas être dans l'intérieur. Ok, tout à fait. À la diapo 20, tu as parlé de multiculturalisme. C'est bien ça? Et culturel. Oui, voilà, multiculturalisme. Alors, si j'ai bien compris, c'est qu'on essaye de guérir l'être en revenant sur la situation d'avant, pendant et après. Oui. En fait, vous venez de poser cette question? Ben oui, en fin de compte, mais chaque personne a une identité dominante en soi. Donc, comment, par rapport à ça, le côté multiculturel, qu'on peut voir quelle identité qui est la plus dominante? Ah oui, je ne voyais pas les choses comme ça. Quand je parlais de multiculturel, ça veut dire que chaque culture nous a appris quelque chose, a Ah, apporté ok. quelque chose. Ouais. Et donc, on peut tirer force de toute cette richesse culturelle que nous avons en nous Parfait. pour pouvoir voir, pour mettre en place une sensibilité du corps. Vous voyez, le belay, on a une sensibilité du corps et de la musique. Par exemple, moi qui étais en Bretagne, les danses de Bretagne, les fest-noz, c'est assez stoïque et on bouge les mains. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, parce que j'ai arrêté de partager. Vous me voyez ou pas? Oui, oui, tout D'accord. à fait. Ouais. Donc, je vais mimer un petit peu. C'est vraiment le fest-noz. On est connecté comme ça, on se tient par le petit doigt et les mouvements sont comme ça parce qu'on répète le même mouvement pour entrer en transe, en fait. Et du coup, ce n'est pas la même sensation du corps. Et quand on est dans le belay avec les tambours, etc., on passe par une autre sensation de la musique, de la vibration, de la nature. Et on a toute cette sensibilité en nous. Et c'est ça que je parle de notre force, de notre richesse, de notre culture, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut se nourrir pour tirer de notre force, de ce qui nous est transmis. Les personnes qui ont d'autres questions à poser, qui n'hésitent pas. Je pose une dernière question. À la diapo 27, l'exemple de l'enfant. L'exemple de l'enfant, est-ce que forcément, il faut faire une expérience pour avoir un jugement? Alors, un jugement, c'est une étiquette que l'on va poser. Les mots sont importants et les mots ne sont pas importants. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'un jugement, c'est une étiquette que l'on va poser sur telle ou telle chose. Par exemple, on va prendre un exemple qui est parlant pour tout le monde. Pour tout le monde allait me dire, tuer, c'est mal. Ouais. Nous sommes d'accord. Oui, Tuer, oui. c'est mal.
Demain, quelqu'un s'introduit dans votre maison et veut tuer un membre de votre famille. Vous allez faire la légitime défense et peut-être que vous allez être amené à le tuer. Si c'était si communément admis dans toute notre société comme quelque chose d'absolu, il n'y aurait pas eu de tribunal. Il n'y aurait pas eu d'avocat, il n'y aurait pas eu d'analyse de tous les faits et les gestes pour savoir si, dans ce cas-ci, etc., etc. En fait, ce qui nous fait souvent souffrir, c'est l'étiquette que l'on va coller sur les gens. Et c'est ce que j'ai dit en accompagnement. Les étiquettes, c'est fait pour les boîtes de conserve. C'est pas fait pour les gens. Les étiquettes, c'est fait pour les boîtes de conserve. Et si vous regardez sur la boîte de conserve, c'est même protégé parce qu'elle a dit maïs jusqu'à la date d'expiration. Parce qu'au-delà de la date d'expiration, ça sera peut-être plus du maïs. Mais nous, on pose des étiquettes. Et quand on pose ces étiquettes-là, on fait une identification à un événement, à la personne. Et du coup, on fait un RIP avec la personne, avec l'étiquette. Ici, RIP Gertrude, la saloperie qui a couché avec Jean Mouloud. Donc, ceci veut dire que cette étiquette suit, si je n'arrive pas à évacuer cette étiquette, l'étiquette suit cette personne tout le long de sa vie. Exactement. Okay. Exactement. Et là, vous rentrez dans la rancœur, dans la cristallisation. Et là, on commence à se bloquer avec des personnes et des événements, des situations. Mais oui, parce que, admettons, le fonctionnement du traumatisme, c'est quoi? J'ai été agressée par une arme à feu dans une rue piétonne en Fort-de-France, d'accord? La personne, elle avait un pantalon bleu et un rouge. Le fonctionnement du traumatisme, c'est que le cerveau, il ne va pas enregistrer que la personne, il va enregistrer les différents éléments comme source potentielle de danger. Il suffira que je me retrouve dans une rue piétonne ou que je rencontre un pantalon bleu ou que je retrouve la même couleur du couleur rouge pour que ça me ramène dans la situation traumatique et avec toutes les sensations que j'ai vécues. Okay. Et quand cela n'est pas guéri, n'est pas libéré, n'est pas pensé, P-A-N-S-E-R, eh ben, la personne, elle va s'interdire d'aller dans les rues piétonnes, par exemple. Okay. Ou elle va même plus se rendre compte, non, j'aime plus les pantalons bleus. Ah non, 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 je déteste ce pantalon. Chérie, ne mets pas ce pantalon bleu. Change ton haut rouge. Je ne veux pas avoir ce haut rouge. Et ça, c'est inconscient. C'est la préservation, c'est vraiment une préservation de notre cerveau, c'est le reptilien. Voilà. Ça a été pour vous? Ça a été? Oui, en gros, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est il faut surtout pas refouler, il faut, oui. Voilà. Vous résistez, persistez. On est vraiment dans la loi de Newton, une poussée implique une contre-poussée. Et ce qui se passe, au bout d'un moment, à force de retenir, eh ben, ça va même s'amplifier. Vraiment garder cette image-là. L'émotion, ça va vraiment être ça. Plus vous allez le contenir, plus ça va gangréner, ça va pourrir à l'intérieur. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour être ressenti. Tout ce qui rentre, sort. Céline, oui? Céline, tu m'entends? Mais oui. Dans certaines cultures, on apprend surtout les hommes à ne pas montrer leur émotion. Exact. Alors ça, je trouve que c'est une des choses qui a été aussi injuste et cruel parce qu'on est en train de dire tu es un homme ou c'est un homme ou pas plairer. Tu as tout compris. Ou fort. Tu as tout compris. Et après on va dire je ne comprends pas, je trouve que tu es dur, tu n'essayes pas de me comprendre. Mais oui, mais si on me lève en me disant ne ressens rien, après s'en plaindre en disant mais pourquoi tu es dur comme ça? Vous voyez, on oublie toujours le côté pile et face de chaque chose. Non, un être humain est un être humain. Il ressent une palette d'émotions, ce sont des couleurs. Plus vous allez vous dire je veux ressentir que de la joie, que de la bonne amour, gloire et beauté, qu'être en forme, qu'être plus votre corps il va dire ah bon, bah t'en bouge pas, comme tu veux ressentir ça, je vais te montrer l'opposé pour que tu puisses le ressentir. Parce que si je te montre pas de la fatigue, tu ne pourras pas sentir ce que c'est qu'être pleine d'énergie. Si je te fais pas ressentir à nouveau ce que c'est être triste, tu vas pas pouvoir ressentir ce que c'est qu'être joyeux. En gros, je suis en train de vous dire, plus vous allez dans ce qui est, sans mettre de jugement normatif, des étiquettes, à coller comme ça, en vous identifiant, en identifiant la personne avec l'étiquette, plus vous allez être dans une démarche d'inclusion. Plus vous allez pouvoir vous ouvrir et inclure.
les expériences. Et plus vous allez vous dire, ok, je ressens ça. Là, franchement, c'est juste horrible comme sensation. C'est juste, là, je me sens coupée. Oh, ça me fait une boule au ventre. Vous sentez ça, plus vous allez, comme les petits enfants, ça va partir et ça va vraiment s'évacuer. Et ça ne va plus rester là. Et vous n'allez pas ruminer. Parce que ruminer, c'est fait pour les vaches. Et nous ne sommes pas des vaches. Tout à fait. Nous n'avons pas des panses, plusieurs estomacs. Nous n'en avons qu'un seul. Donc, une fois que c'est mis le mot, une fois que c'est ressenti, une fois que c'est respiré, une fois qu'on le laisse aller, on peut aller de plus en plus récupérer de l'énergie pour aller vers ce qu'on souhaite créer. Parfait. Ben, c'est parfait. Alors, ben, je te remercie pour toutes ces explications. Merci. Et de toutes les manières, comme je l'ai dit, ça va être disponible, sur YouTube, y compris sur le réseau Facebook B-Network. D'avoir regardé, et puis je vous souhaite une belle continuation de vie et surtout créer qui vous souhaitez être. Reprenez la totale maîtrise de vos ressentis. Ça vous appartient. Personne n'a une main mise dessus. Voilà. Enfin, Au revoir. Au revoir.